boule de suif guide nos passants. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hommes débandés. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en tenue, et ils avançaient d'une allure molle, sans drapeau, sans régiment. Tous semblaient accablés, éreintés, incapables d'une pensée ou d'une résolution, marchant seulement par habitude, et tombant de fatigue sitôt qu'ils s'arrêtaient. On voyait surtout démobilisés gens pacifiques, rentiers tranquilles, pliant sous le poids du fusil. Des petits mobelots s'alertent, faciles à l'épouvante et promptes à l'enthousiasme, prêts à l'attaque comme à la fuite. Puis, au milieu d'eux, quelques culottes rouges, débris d'une division moulue dans une grande bataille. Les artilleurs sombres, alignés avec ces fantasmes d'hiver. Prêts à l'attaque comme à la fuite. Puis au milieu d'eux, quelques culottes rouges, débris d'une division moulue dans une grande bataille, des artilleurs sombres alignés avec ces fantassins d'hiver, et suivaient avec peine la marche plus légère des lignards, des légions de francs-tireurs aux appellations héroïques, les vengeurs de la défaite, les citoyens de la tombe, les partageurs de la mort, passaient à leur tour avec des airs de bandits. Leur chef, ancien commerçant en graines, marchand de suif ou de savon, guerrier de circonstance, nommé officier pour leurs écus ou la longueur de leurs moustaches, couverts d'armes, de flanelles et de galons, parlait d'une voix retentissante, discutait plans de campagne et prétendait soutenir seul la France agonisante sur leurs épaules de fanfarons. Mais ils redoutaient parfois leurs propres soldats, gens de sac et de cordes, souvent braves à outrance, pillards débauchés. Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on. La garde nationale qui, depuis 2 mois, faisait des reconnaissances très prudentes dans les bois voisins, fusillant parfois ses propres sentinelles, et se préparant au combat quand un petit lapin remuait sous des broussailles, était rentré dans ses foyers. Ses armes, ses uniformes, tout son attirail meurtrier, dont elle épouvantait naguère. Les bornes des routes nationales, 3 lieues à la ronde, avaient subitement disparu. Les derniers soldats français venaient enfin de traverser la Seine pour gagner Pont-Audemer par Saint-Chevet et Bourg-Guinchard, et, marchant après tout, le général désespéré, ne pouvant rien tenter avec ses loques disparates, et perdu lui-même
dans la grande débâcle d'un peuple habitué à vaincre et désastreusement battu malgré sa bravoure légendaire, s'en allait à pied, entre deux officiers d'ordonnance, puis un calme profond. Une attente épouvantée et silencieuse avait plané sur la cité. Beaucoup de bourgeois bellonnants, émasculés par le commerce, attendaient anxieusement les vainqueurs, tremblant qu'on ne considérera comme une arme leur broche à rôtir ou leur grand couteau de cuisine. La vie semblait arrêtée. Les boutiques étaient closes, la rue muette. Quelquefois, un habitant, intimidé par ce silence, filait rapidement le long des murs. L'angoisse de l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi. Dans l'après-midi du jour qui suivit le départ des troupes françaises, quelques lions, sortis ne sais d'où, traversèrent la ville avec célérité. Puis, un peu plus tard, une masse noire descendit de la cove de Sainte-Catherine, tandis que deux autres flots envahisseurs apparaissaient par les routes de Darnetal et de Bousquillon, les avant-gardes des trois corps, juste au même moment, se joignirent sur la place de l'hôtel de ville et par toutes les rues voisines. L'armée allemande arrivait, déroulant ses bataillons qui faisaient sonner les pavés sous leurs pas durs et rythmés. Des commandements criés d'une voix inconnue et gutturale montaient le long des maisons qui semblaient mortes et désertes, tandis que, derrière les volets fermés, des yeux guettaient ces hommes victorieux, maîtres de la cité, des fortunes et des vies. De par le droit de guerre, les habitants, dans leurs chambres assombries, avaient l'affolement que donnent les cataclysmes, les grands bouleversements meurtriers de la terre, contre lesquels toute sagesse et toute force sont inutiles, car la même sensation reparaît chaque fois que l'ordre établi des choses est renversé, que la sécurité n'existe plus, que toute chose, que tout ce que protégeait les lois des hommes, celles de la nature, se trouve à la merci d'une brutalité inconsciente et féroce. Le tremblement de terre écrasant sur des maisons croulantes un peuple entier. Le fleuve débordé qui roule, les paysans noyés avec les cadavres des bœufs, les poutres arrachées au toit, ou l'armée glorieuse massacrant ceux qui se défendent et menait les autres prisonniers. Pilons au nom du sable et remercions un Dieu au son du canon. Sont autant de fléaux effrayants qui déconcertent toute croyance à la justice éternelle, toute la confiance qu'on nous enseigne en la protection du ciel et en la raison de l'homme. Mais à chaque porte, des petits détachements frappaient, puis disparaissaient dans les maisons. C'était l'occupation après l'invasion. Le devoir commençait pour les vaincus de se montrer gracieux envers les vainqueurs. Au bout de quelque temps, une fois la première terreur disparue, un calme nouveau s'établit. Dans beaucoup de familles, l'officier prussien mangeait à table. Il était parfois bien élevé, et, par politesse, plaignait la France, disait sa répugnance en prenant part à cette guerre. On lui était reconnaissant de ce sentiment, puis on pouvait, un jour ou l'autre, avoir besoin de sa protection. En le ménageant, on obtiendrait peut-être quelque homme de moins à nourrir. Et pourquoi blesser quelqu'un dont on dépendait tout à fait? Agir ainsi serait moins de la bravoure que de la témérité. Et la témérité n'est plus un défaut des bourgeois de Rouen, comme au temps des défenses héroïques où s'illustra leur cité.
On se disait enfin, raison suprême tirée de l'urbanité française, qu'il demeurait bien permis d'être poli dans son intérieur pourvu qu'on ne se montrait pas familier en public avec le soldat étranger. Au dehors, on ne se connaissait plus, mais dans la maison on causait volontiers, et l'Allemand demeurait plus longtemps, chaque soir, à se chauffer au foyer commun. La ville même reprenait peu à peu son aspect ordinaire. Les Français ne sortaient guère encore, mais les soldats prussiens grouillaient dans les rues. Du reste, les officiers de hussards bleus, qui traînaient avec arrogance leurs grands outils de mort sur le pavé, ne semblaient pas avoir pour les simples citoyens énormément plus de mépris que les officiers de chasseurs qui, l'année d'avant, buvaient au moins de café. Il y avait cependant quelque chose dans l'air, quelque chose de subtil et d'inconnu, une atmosphère étrange, intolérable, comme une odeur répandue, l'odeur de l'invasion. Elle emplissait les demeures et les places publiques, changeait le goût des aliments, donnait l'impression d'être en voyage très loin, chez des tribus barbares et dangereuses. Les vainqueurs exigeaient de l'argent, beaucoup d'argent. Les habitants payaient toujours. Ils étaient riches d'ailleurs. Mais plus un négociant normand devient ce pilon, plus il souffre de tout sacrifice, de toute parcelle de sa fortune qu'il voit passer aux mains d'un autre. Cependant, à 2 ou 3 lieues sous la ville, en suivant le cours de la rivière, vers Croisset, Diapédale ou Biessard, les mariniers et les pêcheurs amenaient souvent du fond de l'eau quelques cadavres d'Allemands gonflés dans son uniforme, tués d'un coup de couteau de savate, la tête écrasée par une pierre ou jetée à l'eau d'une poussée du haut d'un pont. Les vases du fleuve ensevelissant ces vengeances obscures, sauvages et légitimes, héroïsme inconnu, attaques muettes, plus périlleuses, les batailles au grand jour et sans le retentissement de la gloire. Car la haine de l'étranger arme toujours quelque intrépide prêt à mourir pour une idée. Enfin, comme les envahisseurs, bien qu'assujettissant la ville à leur inflexible discipline, n'avaient accompli aucune des horreurs que la renommée leur faisait commettre le long de leur marche triomphale. On s'enhardit, et le besoin du négoce travailla de nouveau le cœur des commerçants du pays. Quelques-uns avaient de gros intérêts engagés au Havre que l'armée française occupait. Ils voulurent tenter de gagner ce port en allant par terre à Dieppe où ils s'embarqueraient. On employa l'influence des officiers allemands dont on avait fait la connaissance, et une autorisation de départ fut obtenue de général en chef. Donc, une grande diligence à 4 chevaux ayant été retenue pour ce voyage. 10 personnes s'étant fait inscrire chez le voiturier, on résolut de partir un mardi matin, avant le jour, pour éviter tout rassemblement. Depuis quelque temps déjà, la gelée avait durci la terre, et le lundi, vers 3 heures, de gros nuages noirs venant du nord apportèrent la neige qui tomba sans interruption pendant toute la soirée et toute la nuit. À 4h30 du matin, les voyageurs se réunirent dans la cour de l'hôtel de Normandie, où l'on devait monter en voiture. Ils étaient encore pleins de sommeil et grelottaient de froid sous leur couverture.
On se voyait mal dans l'obscurité, et l'entassement des lourds vêtements d'hiver faisait rassembler tous ces corps à des curés obèses avec leurs longues soutanes. Mais deux hommes se reconnurent. Un troisième les aborda. Ils causèrent. J'emmène ma femme, dit l'un. J'en fais autant. Et moi aussi. Le premier ajouta. Nous reviendrons pas à Rouen, et si les Prussiens approchent le Saar, nous gagnerons l'Angleterre. Tous avaient les mêmes projets, étant de complexions semblables. Cependant, on n'attelait pas la voiture, une petite lanterne que portait un valet d'écurie sortait de temps à autre d'une porte obscure pour disparaître immédiatement dans une autre. Des pieds de chevaux frappaient la terre, amortis par le fumier des litières. Une voix d'homme, parlant aux bêtes et jurant, s'entendait au fond du bâtiment. Un léger murmure de grelots annonça qu'on maniait les harnais. Car il ne pouvait se servir que d'une main, l'autre portant sa lumière. Comme il allait chercher la seconde paire, il remarqua tous ces voyageurs immobiles, déjà blancs de neige, et leur dit « Pourquoi ne montez-vous pas dans la voiture? Vous serez à l'abri, au moins. » Ils n'y avaient pas songé, sans doute. Ils se précipitèrent. Les trois hommes installèrent leurs femmes dans le fond, montèrent ensuite, puis les autres formes, indécises et voilées, prirent à leur tour les dernières places sans s'échanger une parole. Le plancher était couvert de paille, les pieds s'enfoncèrent. Les dames du fond, ayant apporté des petites chaufferettes en cuivre avec un charbon chimique, allumèrent ces appareils et, pendant quelque temps, à voix basse, elles en énumèrent les avantages, se répétant des choses qu'elles savaient déjà depuis longtemps. Enfin, la diligence étant attelée, avec 6 chevaux au lieu de 4 à cause du tirage plus pénible, une voix du dehors demanda « Tout le monde est-il monté ?» Une voix du dedans répondit « Oui, en partie. » La voiture avançait lentement, à tout petits pas. Les roues s'enfonçaient dans la neige. Le coffre entier gaignait avec des craquements sourds. Les bêtes glissaient, soufflaient, fumaient. Le fouet gigantesque du cocher claquait sans repos, voltigeait de tous les côtés, se nouant et se déroulant comme un serpent mince, et cinglant brusquement quelques croupes rebondies qui se tendaient alors sous un effort plus violent. Mais le jour imperceptiblement grandissait. Ces flocons légers qu'un voyageur rouennait pur sang avait comparé à une pluie de coton ne tombait plus. Une lueur sale filtrait à travers de gros nuages obscurs et lourds qui rendaient plus éclatante la blancheur de la campagne où apparaissent tantôt une ligne de grands arbres vêtus de givre,
tantôt une chaumière avec un capuchon de neige. Dans la voiture, on se regardait curieusement à la triste clarté de cette aurore. Tout au fond, une meilleure place, sommeillaient face l'un de l'autre Monsieur et Mademoiselle Loiseau, les marchands de vin en gros de la rue Grand Pont, ancien commis d'un patron ruiné dans les affaires. L'oiseau avait acheté le fonds et fait fortune. Il vendait à très bon marché de très mauvais vins aux petits débitants des campagnes, passait parmi ses connaissances et ses amis pour un fripon madré, un vrai Normand plein de ruse et de jovialité. Sa réputation de filou était si bien établie qu'un soir à la préfecture, M. Tournelle, auteur de fables et de chansons, esprit mordant et fin, une gloire locale, ayant proposé aux dames qu'il voyait un peu somnolentes de faire une partie de l'oiseau vol. Le mot lui-même vola à travers les salons du préfet, puis, gagnant ceux de la ville, avait fait rire pendant un mois toutes les mâchoires de la province. L'oiseau était en outre célèbre pour ses farces de toute nature, ses plaisanteries bonnes ou mauvaises. Personne ne pouvait parler de lui sans s'ajouter immédiatement: il est impayable, c'est l'oiseau. Ce taille exiguë, il présentait un ventre en ballon surmonté d'une face rougeaude entre deux favoris grisonnants. Sa femme, grande, forte, résolue, avec la voix haute et la décision rapide, était l'ordre et l'arithmétique de la maison de commerce, qu'il animait par son activité joyeuse. À côté d'eux se tenait, plus digne, appartenant à une caste supérieure, M. Carré-Lamadon, comme considérable, posé dans les cotons, propriétaire de 3 filatures, officier de la Légion d'honneur et membre du Conseil général. Il était resté, tout le temps de l'Empire, chef de l'opposition bienveillante, uniquement pour se faire payer plus cher son raillement à la cause qu'il combattait avec des armes courtoises, selon sa propre expression. Mademoiselle Carré-Lamadon, beaucoup plus jeune que son mari, demeurait la consolation des officiers de bonne famille envoyés à Rouen en garnison. Elle faisait, vis-à-vis son époux, toute mignonne, toute jolie, pelletonnée dans ses fourrures, et regardait d'un air navré l'intérieur lamentable de la voiture. Ses voisins, le comte et la comtesse Hubert de Bréville, portaient un des noms les plus anciens et les plus nobles de la Normandie. Le comte, vieux gentilhomme de grande tournure, s'efforçait d'accentuer, par les artifices de sa toilette, sa ressemblance naturelle avec le roi Henri IV, qui, suivant une légende glorieuse pour la famille, avait rendu grosse une dame de Bréville, dont le mari, pour ce fait, était devenu comte et gouverneur de province. Collègue de M. Carré-Lamadon, M. Carré-Lamadon, au Conseil général, le comte Hubert représentait le parti orléaniste dans le département. L'histoire de son mariage avec la fille d'un petit armateur de Nantes était toujours demeurée mystérieuse. Mais comme la comtesse, avec grand air, recevait mieux que personne, passait même pour avoir été ennemi par un des fils de Louis-Philippe,
Toute la noblesse lui faisait fête, et son salon demeurait le premier du pays, le seul où se conservait la vieille galanterie, et dont l'entrée fut difficile. La fortune des Bréville, tout en bien fond, atteignait, disait-on, 500 000 livres de revenus. Ces 6 personnes formaient le fond de la voiture, le côté de la société rentée, sereine et forte, des honnêtes gens autorisés qui ont de la religion et des principes. Par un hasard étrange, toutes les femmes se trouvaient sur le même banc, et la comtesse avait encore pour voisine 2 bonnes sœurs qui engrainaient de longs chapelets en marmottant des patères et des savets. L'une était vieille, avec une face défoncée par la petite vérole, comme si elle eût reçu à bout portant une bordée de mitraille en pleine figure. L'autre, très chétive, avait une tête jolie et maladive sur une poitrine de phthisique rongée par cette foi dévorante qui fait les martyrs et les illuminés. En face des 2 religieuses, un homme et une femme attiraient les regards de tous. L'homme, bien connu, était Cornudel, le démon, la terreur des gens respectables. Depuis 20 ans, il trempait sa barbe rousse dans les bocs de tous les cafés démocratiques. Il avait mangé avec les frères et s'est mis une assez belle fortune qu'il tenait de son père. Ancien confiseur, il attendait impatiemment la République pour obtenir enfin la place méritée par tant de consommations révolutionnaires. Au 4 septembre, par suite d'une farce peut-être, il s'était cru nommé préfet. Mais quand il voulut entrer en fonction, les garçons de bureau, demeurés seuls maîtres de la place, refusèrent de le reconnaître, ce qui le contraignit à la retraite. Fort bon garçon du reste, inoffensif et serviable, il s'était occupé avec une ardeur incomparable d'organiser la défense. Il avait fait creuser des trous dans les plaines, coucher tous les chênes, les arbres, des forêts voisines, semer des pièges sur toutes les routes, et, à l'approche de l'ennemi, satisfaisait ses préparatifs. Il s'était vivement replié vers la ville. Il pensait maintenant se rendre plus utile au Havre, où de nouveaux retranchements allaient être nécessaires. La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom de boule de suif. Petite, ronde de partout, grâce à l'art, avec des doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareil à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe. Elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir. Et là-dedans s'ouvrait, en eau,
deux yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans. En bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Il était de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables. Aussitôt qu'elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes jeunères, et les mots de prostituée, de honte publique furent chuchotés si haut qu'elle leva la tête. Alors, elle promena sur ses voisins un regard tellement provoquant et hardi qu'un grand silence aussitôt régna, et tout le monde baissa les yeux, à l'exception de l'oiseau, qui la guettait d'un air émoustillé. Mais bientôt la conversation reprit entre les trois dames, que la présence de cette fille avait rendue subitement amie, presque intime. Ils devaient faire, leur semblait-il, comme un faisceau de leur dignité d'épouse en face de cette vendue sans vergogne, car l'amour légal le prend toujours de haut avec son libre confrère. Les trois hommes aussi, rapprochés par un instinct de conservateur à l'aspect de Cornudet, parlaient argent d'un certain ton dédaigneux pour les pauvres. Le comte Hubert disait les dégâts qu'il y avait fait subir les Prussiens, les pertes qui résulteraient du bétail volé et des récoltes perdues, avec une assurance de grand seigneur 10 fois millionnaire que ces ravages gêneraient à peine une année. Monsieur Carré-Lamadon, fort éprouvé dans l'industrie cotonnière, avait eu soin d'envoyer 600 000 francs en Angleterre, une poire pour la soif qu'il se ménageait à toute occasion. Quant à l'oiseau, il s'était arrangé pour vendre à l'intendance française tous les vins communs qui lui restaient en cave, de sorte que l'État lui devait une somme formidable qu'il comptait bien toucher au Havre. Et tous les trois se jetaient des coups d'œil rapides et amicaux. Bien que de conditions différentes, ils se sentaient fiers par l'argent de la grande franc-maçonnerie, de ceux qui possèdent, qui font sonner de l'or en mettant la main dans la poche de leur culotte. La voiture allait si lentement qu'à 10 heures du matin, on n'avait pas fait 4 lieues. Les hommes descendirent 3 fois pour monter des côtes à pied. On commençait à s'inquiéter, car on devait déjeuner à table, et l'on désespérait maintenant d'y parvenir avant la nuit. Chacun guettait pour apercevoir un cabaret sur la route, quand la diligence sombra dans un amoncellement de neige, il fallut 2 heures pour la dégager. L'appétit grandissait, troublait les esprits. Et aucune gargote, aucun marchand de vin ne se montrait. L'approche des Prussiens et le passage des troupes françaises affamées ayant effrayé toutes les industries. Les messieurs coururent aux provisions dans les fermes au bord du chemin, mais ils n'y trouvèrent pas même de pain, car le paysan, défiant, cachait des réserves dans la crainte d'être pillé par les soldats qui, n'ayant rien à se mettre sous la dent, prenaient par force ce qu'ils découvraient. Vers 1 heure de l'après-midi, l'oiseau annonça que décidément, il se sentait un creux dans l'estomac. Tout le monde souffrait comme lui depuis longtemps, et le violent besoin de manger, augmentant toujours, avait tué les conversations. De temps en temps, quelqu'un bâillait, un autre presque aussitôt l'imitait, et chacun, à tour de rôle,
suivait son caractère, son savoir-vivre et sa position sociale, ouvrait la bouche avec fracas ou modestement en portant vif sa main devant le trou béant d'où sortait une vapeur. Boule de Suif, à plusieurs reprises, se pencha comme si elle cherchait quelque chose sous ses jupons. Elle hésitait une seconde, regardait ses voisins, puis se redressait tranquillement. Les figures n'étaient pâles et crispées. L'oiseau affirma qu'il paierait 1000 francs un jambonneau. Sa femme fit un geste comme pour protester, puis elle se calma. Elle souffrait toujours en entendant parler d'argent gaspillé. Il ne comprenait même pas les plaisanteries sur ce sujet. Le fait est que je ne me sens pas bien, dit le comte. Comment n'ai-je pas songé à apporter des provisions? Chacun se faisait la même reproche. Cependant, Cornudet avait une gourde pleine de rhum. Il en offrit. On refusa froidement. L'oiseau seul en accepta 2 gouttes. Et lorsqu'il rendit la gourde, il remercia. C'est bon tout de même, ça réchauffe et ça trompe l'appétit. L'alcool le mit en belle humeur et il proposait de faire comme sur le petit navire de la chanson, de manger les plus grands des voyageurs. Cette allusion indirecte à Boule de Suif choqua les gens bien élevés. On ne répondit pas. Cornudet seul eut un sourire. Les 2 bonnes sœurs avaient cessé de marmotter leur roseur. Et les mains enfoncées dans leurs grandes manches, elles se tenaient immobiles, baissant obstinément les yeux, offrant sans doute au ciel la souffrance qu'il leur envoyait. Enfin. Enfin, à 3 heures, comme on se trouvait au milieu d'une plaine interminable, sans un seul village en vue, Boule de Suif, se baissant vivement, retira de sous la banque un large panier couvert d'une serviette blanche. Elle en sortit d'abord une petite assiette de faïence, une fine timbale en argent, puis une vaste terrine dans laquelle 2 poulets entiers, tout découpés, avaient confit sous leur gelée, et l'on apercevait encore dans le panier d'autres bonnes choses enveloppées, des pâtes, des fruits, des friandises, les provisions préparées pour un voyage de 3 jours, afin de ne point toucher à la cuisine des auberges. 4 goulots de bouteilles passaient entre les paquets de nourriture. Elle prit une aile de poulet délicatement, se mit à la manger avec un de ces petits pains qu'on appelle régence en Normandie. Tous les regards étaient tendus vers elle. Puis l'odeur
se répandit, élargissant les narines, faisant venir aux bouches une salive abondante avec une contraction douloureuse de la mâchoire sous les oreilles. Le mépris des dames pour cette fille devenait féroce, comme une envie de la tuer ou de la jeter en bas de la voiture, dans la neige, sa timbale, son panier, ses provisions. Mais l'oiseau dévorait des yeux la terrine de poulet. Il dit, à la bonne heure, « Madame a eu plus de précautions que nous. Il y a des personnes qui savent toujours penser à tout. » Elle leva la tête vers lui. « Si vous en désirez, monsieur, c'est dur de jeûner depuis le matin. » Il salua. « Ma foi, franchement, je ne refuse pas. Je n'en peux plus. À la guerre comme à la guerre, n'est-ce pas, madame? » Et, jetant un regard circulaire, il ajouta, « Dans des moments comme celui-là, on est bien aise de trouver des gens qui vous obligent. » Il avait un journal qu'il étendit pour ne point tacher son pantalon, et sur la pointe d'un couteau toujours logé dans sa poche, il enleva une cuisse toute vernie de gelée, la dépaissa des dents, puis la mâcha avec une satisfaction si évidente qu'il y eut dans la voiture un grand soupir de détresse. Mais Boule de Suif, d'une voix humble et douce, proposa aux bonnes sœurs de partager sa collation. Elles acceptèrent toutes les deux instantanément, et, sans lever les yeux, se mirent à manger très vite après avoir balbutié des remerciements. Cornudet ne refusa pas non plus les offres de sa voisine. Il en forma avec les religieuses une sorte de table en développant des journaux sur les genoux. Les bouches s'ouvraient et se fermaient sans cesse, avalaient, mastiquaient, engloutissaient férocement. L'oiseau, dans son coin, travaillait dur et, à voix basse, il engageait sa femme à l'imiter. Elle résista longtemps, puis, après une crispation qui lui parcourut les entrailles, elle céda. Alors son mari, arrondissant sa phrase, demanda à leur charmante compagne si elle lui permettait d'offrir un petit morceau à mademoiselle Loiseau. Elle dit « Oui, certainement, monsieur », avec un sourire aimable, étendit la terrine. Un embarras se produisit lorsqu'on eut débouché la première bouteille de Bordeaux. Il n'y avait qu'une timbale. On se la passait après l'avoir essuyée. Cornudet, seul, par galanterie sans doute, posa ses lèvres à la place humide encore des lèvres de sa voisine, alors entourée de gens qui mangeaient, suffoqués par les émanations des nourritures. Le comte et la comtesse de Bréville, ainsi que monsieur et mademoiselle Carré Lamadon, souffrirent ce supplice odieux qui a gardé le nom de Tantale. Tout d'un coup, la jeune femme du manufacturier poussa un soupir qui fit retourner les têtes. Elle était aussi blanche que la neige du dehors. Ses yeux se fermèrent. Son front que la neige du dehors, son front tomba. Elle avait perdu connaissance. Son mari, affolé, implorait le secours de tout le monde. Chacun perdait l'esprit. Quand la plus âgée des bonnes sœurs soutenait la tête de la malade,
glissa entre ses lèvres la timbale de boule de suif et lui fit avaler quelques gouttes de vin. La jolie dame remua, ouvrit les yeux, sourit et déclara d'une voix mourante qu'elle se sentait fort bien maintenant. Mais, afin que cela ne se renouvelât plus, la religieuse la contraignit à boire un plein verre de Bordeaux, et elle ajouta: « C'est la fin, pas autre chose. » Alors Boule de Suif, rougissante et embarrassée, balbutia en regardant les 4 voyageurs restés à jeun: « Mon Dieu, ces chaussées offrirent à ces messieurs, à ces dames. » Elle se tut, craignant un outrage. L'oiseau prit la parole. Et, parbleu, dans des cas pareils, tout le monde est frère et doit s'aider. Allons, mesdames, pas de cérémonie, acceptez. Que diable, savons-nous si nous trouverons seulement une maison où passer la nuit? Du train, non seulement une maison où passer, du train dont nous allons. Nous ne serons pas à Château avant demain midi. On hésitait, personne n'osant assumer la responsabilité du oui. Mais le comte trancha la question. Il se tourna vers la grosse fille intimidée, et, prenant son grand air de gentilhomme, il lui dit: « Nous acceptons avec reconnaissance, madame. » Le premier pas seul goûtait. Une fois le Rubicon passé, on s'en donna carrément. Le panier fut vidé. Il contenait encore un pâté de foie gras, un pâté de mauviettes, un morceau de langue fumée, des poires de Grassam, un pauvre de Pont-l'Évêque, des petits fours et une tasse pleine de cornichons et d'oignons au vinaigre. Boule de Suif, comme toutes les femmes, adorant les crudités. On ne pouvait manger les provisions de cette fille sans lui parler. Donc, on causa avec réserve d'abord, puis, comme elle se tenait fort bien, on s'abandonna davantage. Mademoiselle de Bréville et Coré Lamondon, qui avaient un grand savoir-vivre, se firent gracieuses avec délicatesse. La comtesse surtout montra cette condescendance aimable, des très nobles dames qu'aucun contact ne put salir. Elle fut charmante. Mais la forte mademoiselle Loiseau, qui avait une âme de gendarme, resta revêche, parlant peu et mangeant beaucoup. On s'entretint de la guerre, naturellement. On raconta des faits horribles des Prussiens, des traits de bravoure des Français, et tous ces gens qui fuyaient rendirent hommage au courage des autres. Les histoires personnelles commencèrent bientôt, et Boule de Suif raconta, avec une émotion vraie, avec cette chaleur de parole qu'ont parfois les filles pour exprimer leur emportement naturel, comment elle avait quitté Rouen. J'ai cru d'abord que je pourrais rester, disait-elle. J'avais ma maison pleine de provisions, mais j'aimais mieux nourrir quelques soldats que m'expatrier de je ne sais où. Mais quand je les ai vus, ces Prussiens, ce fut plus fort que moi. Ils m'ont tourné le sang de colère, et j'ai pleuré de honte toute la journée. Non. Si j'étais un homme, allez, je les regardais de ma fenêtre. Ces gros porcs avec leurs casques à pointe, et ma bonne me tenait les mains pour m'empêcher de leur jeter mon mobilier sur le dos. Puis, il en est venu pour loger chez moi. Alors j'ai sauté à la gorge du premier. Ils ne sont pas plus difficiles à étrangler que d'autres.
et je ne l'aurais terminé, celui-là, si l'on ne m'avait pas tiré par les cheveux. Il a fallu me cacher après ça. Enfin, quand j'ai trouvé une occasion, je suis parti, me voici. On la félicita beaucoup. Elle grandissait dans l'estime de ses compagnons qui ne s'étaient pas montrés si grands. Et Cornudet, en l'écoutant, gardait un sourire approbateur et bienveillant d'apôtre. De même, un prêtre entend un dévot louer Dieu. Car les démocrates à longue barbe ont le monopole du patriotisme, comme les hommes en soutane ont celui de la religion. Il parla à son tour d'un ton doctrinaire, avec l'emphase apprise dans les proclamations qu'on collait chaque jour au mur, et il finit par un morceau d'éloquence, où il étriait magistralement cette crapule de badinguette. Mais Boule de Suif aussitôt se fâcha, car elle était bonapartiste. Elle devenait plus rouge qu'une guine et bégayant d'indignation. J'aurais bien voulu vous voir à sa place, vous autres. Ça aurait été du propre. Ah oui. C'est vous qui l'avez trahi. Cet homme, on n'aurait plus qu'à quitter la France si l'on était gouverné par des polissons comme vous. Cornudet, impassible, gardait un sourire dédaigneux et supérieur. Mais on sentait que les gros mots allaient arriver comme le comte, quand le comte s'interposa calmement, non, sans peine, la fille exaspérée, en proclamant avec autorité que toutes les opinions sincères étaient respectables. Cependant, la comtesse et la manufacturière, qui avaient dans l'âme la haine irraisonnée des gens comme il faut pour la République, et cette instinctive tendresse que nourrissaient toutes les femmes pour les gouvernements à panache et despotiques, se sentaient, malgré elle, attirées vers cette prostituée pleine de dignité, dont les sentiments ressemblaient si fort aux leurs. Le panier était vide. À 10, on l'avait tari sans peine, en regrettant qu'il ne fût pas plus grand. La conversation continua quelque temps, un peu refroidie néanmoins depuis qu'on avait fini de manger. La nuit tombait. L'obscurité peu à peu devint profonde. Le froid, plus sensible, pendant les digestions, faisait frissonner Boule de Suif, malgré sa graisse. Alors mademoiselle de Bréville lui proposa sa chaufferette dont le charbon depuis le matin avait été plusieurs fois renouvelé. Et l'autre accepta tout de suite car elle se sentait les pieds gelés. Mademoiselle Carré Lamadon et l'oiseau donnèrent les leurs aux religieuses. Le cocher avait allumé ses lanternes. Elles s'éclairaient d'une lueur vive, un nuage de buée au-dessus de la croupe, en sueur de timonier, des deux côtés de la route. La neige qui semblait se dérouler sous le reflet mobile des lumières. On ne distinguait plus rien dans la voiture. Mais tout à coup, un mouvement se fit entre Boule de Suif, Cornudet et l'oiseau, dont l'œil fouillait l'ombre, crut voir l'homme à la grande barbe s'écarter vivement comme s'il eût reçu quelques bons coups lancés sans bruit. Des petits points de feu parurent en avant sur la route. C'était tard. On avait marché 11 heures, ce qui, avec les 2 heures de repos laissées en 4 fois aux chevaux pour manger l'avoine soufflée, faisait 14. On entra dans le bourg.
et devant l'hôtel du commerce, on s'arrêta. La portière s'ouvrit. Un bruit bien connu fit tressaillir tous les voyageurs. C'étaient les heures d'un fourreau de sable sur le sol. Aussitôt, la voix d'un Allemand cria quelque chose. Bien que la diligence fût immobile, personne ne descendait, comme si l'on se fût attendu à être massacré à la sortie. Alors le conducteur apparut, tenait à la main une de ses lanternes, qui éclaira subitement jusqu'au fond de la voiture les deux rangs de têtes effarées dont les bouches étaient ouvertes et les yeux écarquillés de surprise et d'épouvante. À côté du cocher se tenait, en pleine lumière, un officier allemand, un grand jeune homme excessivement mince et blond, serré dans son uniforme comme une fille en son corset, et portant sur le côté sa casquette plate et cirée qui le faisait ressembler au chasseur d'un hôtel anglais. Sa moustache démesurée, à longs poils droits, s'amincissait indéfiniment de chaque côté, terminé par un seul fil blanc, si mince qu'on n'en apercevait pas la fin, semblait peser sur les coins de sa bouche et, tirant la joue, imprimait sous lèvres un pli tombant. Il invita en français d'alsacien les voyageurs à sortir, disant d'un ton raide: « Voulez-vous descendre, messieurs, mesdames ?» Les deux bonnes sœurs obéirent les premières avec une docilité de sainte fille habituée à toutes les soumissions. Le comte et la comtesse parurent ensuite, suivis du manufacturier de sa femme. Puis, de l'oiseau, poussant devant lui sa grande moitié, celui-ci, en mettant pied à terre, dit à l'officier: « Bonjour, monsieur. » Par un sentiment de prudence, bien plus que de politesse. L'autre, insolent comme les gens tout-puissants, le regarda sans répondre. Boule de suif et cornudet, bien que près de la portière, descendirent les derniers, graves et hautains, devant l'ennemi. La grosse fille tâchait de se dominer, d'être l'ennemi. La grosse fille tâchait de se dominer et d'être calme. Le démon tourmentait d'une main tragique et un peu tremblante sa longue barbe rougeâtre. Il voulait garder de la dignité, comprenant qu'en ces rencontres-là, chacun représente un peu son pays, et, pareillement révolté par la souplesse de leurs compagnons, elle tâchait de se montrer plus fière que ses voisines, les femmes honnêtes, tandis que lui, sentant bien qu'il devait l'exemple, continuait en toute son attitude sa mission de résistance commencée au défoncement des roues. On entra dans la vaste cuisine de l'auberge, et l'Allemand, s'étant fait présenter l'autorisation de départ signée par le général en chef, où étaient mentionnés les noms, le signalement et la profession de chaque voyageur, examina longuement tout ce monde, comparant les personnes, renseignements écrits. Puis il dit brusquement: « C'est bien. » Il disparut. Alors on respira. On avait faim encore. Le souper fut commandé. Une demi-heure était nécessaire pour l'apprêter. Et, pendant que deux servantes avaient l'air de s'en occuper, on alla visiter les chambres. Elles se trouvaient toutes dans un long couloir que terminait une porte vitrée marquée d'un numéro parlant. Enfin, on allait se mettre à table.
Quand le patron de l'auberge parut lui-même, c'était un ancien marchand de chevaux, un gros homme asthmatique qui avait toujours des sifflements, des enrouements, des chants de glaire dans le larynx. Son père lui avait transmis le nom de Follenvie. Il demanda Mademoiselle Elisabeth Rousseau. Boule de suif tressaillit, se retourna. C'est moi. Mademoiselle, l'officier prussien veut vous parler immédiatement. À moi? Oui, si vous êtes bien Mademoiselle Elisabeth Rousseau. Elle se troubla, réfléchit une seconde, puis déclara clairement C'est possible, mais je n'irai pas. Un mouvement se fit autour d'elle. Chacun discutait, cherchait la cause de cet ordre. Le comte s'approcha. Vous avez tort, madame, car votre refus peut amener des difficultés considérables, non seulement pour vous, mais même pour tous vos compagnons. Il ne faut jamais résister aux gens qui sont les plus forts. Cette démarche, assurément, ne peut présenter aucun danger. C'est sans doute pour quelque formalité oubliée. Tout le monde se joignit à lui. On la pria, on la pressa, on la sermonna, et l'on finit par la convaincre, car tous redoutaient les complications qui pourraient résulter d'un coup de tête. Elle dit enfin C'est pour vous que je le fais, bien sûr. La comtesse lui prit la main. Et nous vous en remercions. Elle sortit. On l'attendit pour se mettre à table. Chacun se désolait de n'avoir pas été demandé à la place de cette fille violente et irascible, et préparait mentalement des platitudes pour le cas où on l'appellerait à son tour. Mais au bout de 10 minutes, elle reparut, soufflant, rouge, suffoquée, exaspérée. Elle balbutiait. « Oh, la canaille! La canaille! » Tous s'empressaient pour savoir, mais elle ne dit rien. Et comme le comte insistait, elle répondit avec une grande dignité. « Non, cela ne vous regarde pas, je ne peux pas parler. » Alors on s'assit autour d'une lente soupière d'où sortait un parfum de chou. Malgré cette alerte, le souper fuguait. Le cidre était bon. Le ménage, l'oiseau et les bonnes sœurs en prirent, par économie. Les autres demandèrent du vin. Cornudet réclama de la bière. Il avait d'une façon particulière de déboucher la bouteille, de faire mousser le liquide, de le considérer en penchant le verre qu'il élevait. Ensuite, entre la lampe et son œil, pour bien apprécier la couleur, quand il buvait, sa grande barbe, qui avait gardé la nuance de son breuvage aimé, semblait tressaillir de tendresse. Ses yeux louchaient pour ne point perdre de vue sa chope. Il avait l'air de remplir l'unique fonction pour laquelle il était né. On y dit qu'il établissait en son esprit un rapprochement et comme une affinité entre les deux grandes passions qui occupaient toute sa vie, le pale ale et la révolution, et assurément il ne pouvait déguster l'un sans songer à l'autre. Monsieur et mademoiselle Follenvie tenaient tout au bout de la table. L'homme, râlant, comme une locomotive crevée, avait trop de tirage dans la poitrine pour pouvoir parler en mangeant. Mais la femme ne se taisait jamais. Elle raconta toutes ses impressions à l'arrivée des Prussiens. Ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, les exécrant d'abord, parce qu'ils lui coûtaient de l'argent, et ensuite, parce qu'elle avait 2 fils à l'armée.
Elle s'adressait surtout à la comtesse, flattée de causer avec une dame de qualité. Puis elle baissait la voix pour dire les choses délicates. Et son mari, de temps en temps, l'interrompait. Tu ferais mieux de te taire, Madame Follenvie. Mais elle n'en tenait aucun compte et continuait. Oui, Madame, ces gens-là, ça ne fait que manger des pommes de terre, du faux. Et il ne faut pas croire qu'ils sont propres, non. Ils sortent partout, sauf le respect que je vous dois. Et si vous les voyez faire l'exercice pendant des heures et des jours, ils sont là tous dans un champ. Ils marchent en avant, ils marchent en arrière, ils tournent par-ci, ils tournent par-là. S'ils cultivaient la terre, au moins, ou s'ils travaillaient aux routes dans leur pays. Mais non, madame, c'est militaire. Ça n'est profitable à personne. Faut-il que le pauvre peuple les nourrisse pour n'apprendre rien qu'à massacrer? Je ne suis qu'une vieille femme sans éducation, c'est vrai. Mais en les voyant qui s'esquintent, le tempérament à piétiner du matin au soir, je me dis, quand il y a des gens qui font tant de découvertes pour être utiles, faut-il que d'autres se donnent tant de mal pour être nuisibles? Vraiment, n'est-ce pas une abomination de tuer des gens, qu'ils soient prussiens, ou bien anglais, ou bien polonais, ou bien français? Si l'on se revanche sur quelqu'un qui vous a fait tort, c'est mal, puisqu'on vous condamne, mais quand on extermine nos garçons comme du gibier, avec des fusils, c'est donc bien, puisqu'on donne des décorations à celui qui en détruit le plus. Non, voyez-vous, je ne comprendrai jamais ça. Cornudet, elle va la voir. La guerre est une barbarie quand on attaque un voisin paisible. C'est un devoir sacré quand on défend la patrie. La vieille femme baisserait la tête. Ouais, quand on se défend, c'est autre chose. Mais si l'on ne devrait pas plutôt tuer les rois qui font ça pour leur plaisir? L'œil de Cornudet s'enflamma. Bravo, citoyenne, dit-il. Monsieur Carré Lamadon réfléchissait profondément. Bien qu'il fût fanatique des illustres capitaines, le bon sens de cette paysanne le faisait songer à l'opulence qu'apportait dans un pays tant de bras inoccupés et par conséquent ruineux, tant de forces qu'on entretient improductives. Si on les employait aux grands travaux industriels qu'il faudrait des siècles pour achever, mais l'oiseau, quittant sa place, alla causer tout bas avec l'aubergiste. Les gros hommes riaient, toussaient, crachaient. Son énorme ventre sautillait de joie aux plaisanteries de son voisin. Il lui acheta 6 feuillettes de Bordeaux pour le printemps, quand les Prussiens seraient partis. Le souper à peine achevé. Comme on était brisé de fatigue, on se coucha. Cependant, l'oiseau, qui avait observé les choses, fit mettre au lit son épouse, puis colla tantôt son oreille et tantôt son œil au trou de la serrure, pour tâcher de découvrir ce qu'il appelait les mystères du corridor. Au bout d'une heure environ, il entendit un frôlement, regarda bien vite et aperçut Boule de Suif qui paraissait plus replète encore sous un peignoir de cachemire bleu, bordé de dentelle blanche. Il tenait un bouchoir à la main, se dirigeait vers le gros numéro tout au fond du couloir, mais une porte à côté s'entr'ouvrit et quand elle revint au bout de quelques minutes,
Cornudet, en bretelle, la suivait. Ils parlaient bas, puis ils s'arrêtèrent. Boule de Suif semblait défendre l'entrée de sa chambre avec énergie. L'oiseau, malheureusement, n'entendant pas les paroles, mais à la fin, comme il élevait la voix, il put en saisir quelques-unes. Cornudet insistait avec vivacité. Il disait, « Voyons, vous êtes bête, qu'est-ce que ça vous fait? » Elle avait l'air indignée et répondit, « Non, mon cher, il y a des moments où ces choses-là ne se font pas. Et puis ici, ce serait une honte. » Il ne comprenait point, sans doute. Il demanda pourquoi. Alors elle s'emporta. Elle voit encore le ton. Pourquoi? Vous ne comprenez pas pourquoi? Quand il y a des Prussiens dans la maison, dans la chambre à côté peut-être. Sais-tu, cette pudeur patriotique de Catin qui ne se laissait point caresser près de l'ennemi. Tu réveillais en son cœur sa dignité défaillante. Car, après l'avoir seulement embrassé, il regagna sa porte à pas de loup. L'oiseau, très allumé, quitta la serrure, bâtit un entrechat dans sa chambre, mit son madras, souleva le drap sous lequel gisait la dure carcasse de sa compagne qu'il réveilla d'un baiser en murmurant « M'aimes-tu, chérie ?» Alors toute la maison devint silencieuse. Mais bientôt s'éleva quelque part, dans une direction indéterminée qui pouvait être la cave aussi bien que le grenier, un ronflement puissant, monotone, régulier, un bruit sourd et prolongé, avec des tremblements de chaudière sous pression. M. Follenvie dormait, comme on avait décidé qu'on partirait à 8 heures le lendemain. Tout le monde se trouva dans la cuisine, mais la voiture, dont la bâche avait un toit de neige, se dressait solitaire au milieu de la cour, sans cheveux et sans conducteur. On chercha en vain celui dans les écuries, dans les fourrages, dans les remises. Alors, tous les hommes se résolurent à battre le pays et ils sortirent. Ils se trouvèrent sur la place, avec l'église au fond, et des deux côtés, des maisons basses où l'on apercevait des soldats prussiens. Le premier qu'ils virent épluchait des pommes de terre. Le second, plus loin, lavait la boutique du coiffeur. Un autre, barbu jusqu'aux yeux, embrassait un mioche qui pleurait et le berçait sur ses genoux pour tâcher de l'apaiser. Et les grosses paysannes, dont les hommes étaient à l'armée de la guerre, indiquaient par signe à leurs vainqueurs obéissant le travail qu'il fallait entreprendre, fondre du bois, tremper la soupe, moudre le café. Un d'eux-mêmes lavait le linge de son hôtesse, une aïeule toute impotente. Le comte, étonné, interrogea le bedeau qui sortait du presbytère. Le vieux rat d'église lui répondit « Oh, ceux-là ne sont pas méchants, c'est pas des Prussiens, c'est ce qu'on dit. Ils sont plus loin. Je ne sais pas bien d'où. Ils ont tous laissé une femme et des enfants au pays. Ça ne les amuse pas, la guerre. Allez. Je suis sûr qu'on pleure bien aussi là-bas après des hommes. Ça fournira une fameuse misère chez eux, comme chez nous. Ici encore, on n'est pas trop malheureux pour le moment, parce qu'ils ne font pas de mal et qu'ils travaillent comme s'ils étaient dans leur maison. Voyez-vous, monsieur, entre pauvres gens, faut bien qu'on s'aide. C'est les grands qui font la guerre. Cornudet.
indigné de l'entente cordiale établie entre les vainqueurs et les vaincus, se retira, préférant s'enfermer dans l'auberge. L'oiseau est un mot pour rien. Il repeuple. Monsieur Carré-Lamadon est un mot grave. Il répare. Mais on ne trouvait pas le cocher. À la fin, on le découvrit dans le café du village, attablé fraternellement avec l'ordonnance de l'officier. Le comte l'interpella. « Ne vous avait-on pas donné l'ordre d'atteler pour 8 heures? » « Ah bien oui, mais on m'en a donné un autre depuis, lequel de ne pas atteler du tout. Qui vous a donné cet ordre? Ma foi, le commandement prussien. Pourquoi? Je n'en sais rien. Allez lui demander. On me défend d'atteler. Moi, je n'attelle pas. Voilà. C'est lui-même qui vous a dit cela? Non, monsieur. C'est l'aubergiste qui m'a donné l'ordre. Et ça part. Quand ça? Hier soir, comme j'allais me coucher. Les 3 hommes rentrèrent fort inquiets. On demanda à M. Follenvie, mais la servante répondit que monsieur, à cause de son asthme, ne se levait jamais avant 10 heures. Il avait même formellement défendu de le réveiller plus tôt, excepté en cas d'incendie. On voulut voir l'officier, mais cela était impossible absolument, bien qu'il logeât en l'auberge. Monsieur Follenvie seul était autorisé à lui parler pour les affaires civiles. Alors on attendit. Les femmes remontèrent dans leur chambre, et des futilités les occupèrent. Cornudet s'installa sous la haute cheminée de la cuisine, où flambait un grand feu. Il se fit apporter là une des petites tables du café, une canette. Il tira sa pipe, qui jouissait parmi les démocrates d'une considération presque égale à la sienne, comme si elle avait servi la patrie en servant à Cornudet. C'était une superbe pipe, patrie en servant en écume admirablement culottée, aussi noire que les dents de son maître, mais parfumée, recourbée, luisante, familière à sa main, et complétant sa physionomie. Il demeura immobile, les yeux qui couronnaient sa chope, et chaque fois qu'il avait bu, il passait d'un air satisfait les longs doigts maigres dans ses longs cheveux gras, pendant qu'il humait sa moustache franche et d'écume. L'oiseau, sous prétexte de se dégourdir les jambes, alla placer du vin aux débitants du pays. Le comte et le manufacturier se mirent à causer politique. Ils prévoyaient l'avenir de la France. L'un croyait au d'Orléans, l'autre un sauveur inconnu, un héros qui se révélerait quand tout serait désespéré, un duc Guesclin, une Jeanne d'Arc peut-être, ou un autre Napoléon, premier. Ah. Si le prince impérial n'était pas si jeune, Cornudet, les écoutons, souriait en homme qui sait le mot des destinées. Sa pipe embaumait la cuisine. Comme 10 heures sonnaient. Monsieur Follenvie parut. On l'interrogea bien vite, mais il ne put que répéter 2 ou 3 fois, sans une variante, ces paroles. L'officier m'a dit comme ça. Monsieur Follenvie, vous défendrez qu'on attelle demain la voiture de ces voyageurs. Je ne veux pas qu'ils partent sans mon ordre. Alors, on voulut voir l'officier.
Le comte lui envoya sa carte où M. Carré-Lamadon ajouta son nom et tous ses titres. Le Prussien fit répondre qu'il admettrait ces deux hommes à lui parler quand il aurait déjeuné. C'est-à-dire vers 1 heure. Les dames reparurent et l'on mancha quelque peu, malgré l'inquiétude. Boule de Suif semblait malade et prodigieusement troublé. On achevait le café quand l'ordonnance vint chercher ces messieurs. L'oiseau se joignit aux deux premiers, mais comme on essayait d'entraîner Cornudet pour donner plus de solennité à leur démarche, il déclara fièrement qu'il entendait n'avoir jamais aucun rapport avec les Allemands. Il se remit dans sa cheminée, demandant une autre canette. Les trois hommes montèrent et furent introduits dans la plus belle chambre de l'auberge, où l'officier les reçut. Étendu dans un fauteuil, les pieds sur la cheminée, fumant une longue pipe de porcelaine et enveloppé par une robe de chambre flamboyante, dérobé sans doute dans la demeure abandonnée de quelques bourgeois de mauvais goût. Il ne se leva pas, ne les salua pas, ne les regarda pas. Il présentait ce magnifique échantillon de la goujaterie naturelle aux militaires victorieux. Au bout de quelques instants, il dit enfin: « Qu'est-ce que vous voulez ?» Le comte prit la parole. « Nous désirons partir, monsieur. »« Non. Oserais-je vous demander la cause de ce refus ? Parce que ce ne fut pas. Je vous ferai respectueusement observer, monsieur, que votre général en chef nous a délivré une permission de départ pour gagner Dieppe, et je ne pense pas que nous ayons rien fait pour mériter vos rigueurs. Ok, ne feu pas, voilà tout. Vous pouvez descendre. » S'étant inclinés, tous les trois, ils se retirèrent. L'après-midi fut lamentable. On ne comprenait rien à ce caprice, tellement les idées les plus singulières troublaient les têtes. Tout le monde se tenait dans la cuisine, et l'on discutait sans fin, imaginant des choses invraisemblables. On voulait peut-être les garder comme otages, mais dans quel but? Ou les amener prisonniers? Ou plutôt leur demander une rançon considérable? À cette pensée, une panique les affola. Les plus riches étaient les plus épouvantés, se voyant déjà contraints, pour racheter leur vie, de verser des sacs pleins d'or entre les mains de ce soldat insolent. Ils se creusaient la cervelle pour découvrir des mensonges acceptables, dissimuler leur richesse, se faire passer pour pauvres, très pauvres. L'oiseau enleva sa chaîne de montre et la cacha dans sa poche. La nuit qui tombait augmenta les appréhensions. La lampe fut allumée. Et comme on avait encore 2 heures avant le dîner, Mademoiselle Loiseau proposa une partie de 31. Ce serait une distraction. On accepta. Cornudet lui-même, ayant éteint sa pipe par politesse, y prit part. Le comte battit les cartes d'1 heure. Boule de Suif avait 31 d'emblée. Et bientôt l'intérêt de la partie apaisa la crainte qui hantait les esprits.
Mais Cornudet s'aperçut que le ménage, l'oiseau, s'entendait pour tricher. Comme on allait se mettre à table, M. Follenvie reparut. Prussien fait demander à mademoiselle Elisabeth Rousset si elle n'a pas encore changé d'avis. Boule de suif resta debout, toute pâle, puis, devenant subitement cramoisie, elle eut un tel étouffement de colère qu'elle ne pouvait plus parler. Enfin, elle éclata. Vous lui direz à cette crapule, à ce saligo, à cette charogne de Prussien, que jamais je ne voudrais, vous entendez bien, jamais, jamais, jamais. Le gros aubergiste est sorti. Alors Boule de Suif fut entouré, interrogé, sollicité par tout le monde et dévoilé le mystère de sa visite. Elle résista d'abord, mais l'exaspération l'emporta bientôt. Ce qu'il veut, ce qu'il veut. Il veut coucher avec moi, cria-t-elle. Personne ne se choqua du mot, tant l'indignation fut vive. Cornudet prisa sa chope en la reposant violemment sur la table. C'était une clameur de réprobation contre ce soudard ignoble, un souffle de colère, une union de tous pour la résistance, comme si l'on eût demandé à chacun une partie du sacrifice exigé d'elle. Le comte déclara avec dégoût que ces gens-là se conduisaient à la façon des anciens barbares. Les femmes surtout témoignèrent à Boule de Suif une commisération énergique et caressante. Les bonnes sœurs, qui ne se montraient qu'au repas, avaient baissé la tête et ne disaient rien. On dîna néanmoins lorsque la première fureur fut apaisée, mais on parla peu, on songeait. Les dames se retirèrent de bonne heure, et les hommes, tout en fumant, organisèrent un écarté auquel fut convié M. Follenvie, qu'on avait l'intention d'interroger habilement sur les moyens à employer pour vaincre la résistance de l'officier. Mais il ne songeait qu'à ses cartes, sans rien écouter, sans rien répondre. Il répétait sans cesse: « Au jeu, monsieur, au jeu. » Son attention était si tendue qu'il en oubliait de cracher, ce qui lui mettait parfois des points d'orgue dans la poitrine. Ses poumons sifflants donnaient toute la gamme de l'asthme, depuis les notes graves et profondes jusqu'au roulement aigu des jeunes coqs essayant de chanter. Il refusa même de monter, quand sa femme, qui tombait de sommeil, vint le chercher. Alors il partit toute seule, car elle était du matin, toujours levée avec le soleil, tandis que son homme était du soir, toujours prêt à passer la nuit avec tes amis. Il lui cria: « Tu placeras passer la nuit avec des amis, mon lait de poule devant le feu. » Et se remit à sa partie. Quand on vit bien qu'on n'en pourrait rien tirer, on déclara qu'il était temps de s'en aller, et chacun gagna son lit. Le lendemain, un clair soleil d'hiver rendait la neige éblouissante. La diligence, attelée enfin, attendait devant la porte, tandis qu'une armée de pigeons blancs, rengorgés dans leur plumée épaisse, avec un œil rose, taché au milieu d'un point noir, se promenaient gravement entre les jambes des 6 chevaux et cherchaient leur vie dans le crottin fumant qu'ils éparpillaient. Le cocher, enveloppé dans sa peau de mouton, criait une pipe sur le siège. Tous les voyageurs radieux faisaient rapidement empaqueter des provisions pour le reste du voyage. On n'attendait plus que Boule de Suif. Elle parut.
Elle semblait un peu troublée, honteuse, et elle s'avança timidement vers ses compagnons, qui, tous, d'un même mouvement, se détournèrent comme s'ils ne l'avaient pas aperçu. Le comte prit avec dignité le bras de sa femme et l'éloigna de ce contact un peu. La grosse fille s'arrêta, stupéfaite alors, ramassant tout son courage. Elle aborda la femme du manufacturier. Bonjour, madame, humblement murmuré. L'autre fit de la tête seule un petit salut impertinent qui l'accompagna d'un regard de vertu outrageux. Tout le monde semblait affairé, et l'on se tenait loin d'elle, comme si elle eût apporté une infection dans ses jeux. Puis, on se précipita vers la voiture où elle arriva seule, la dernière, et reprit en silence la place qu'elle avait occupée pendant la première partie de la route. On semblait ne pas la voir, ne pas la connaître, mais mademoiselle Loiseau, la considérant de loin avec indignation, dit à mi-voix à son mari: « Heureusement que je ne suis pas à côté d'elle. » La lourde voiture s'ébranla, et le voyage recommença. On ne parlait point d'abord. Boule de Suif n'osa pas lever les yeux. Elle se sentait en même temps indignée contre tous ses voisins et humiliée d'avoir cédé, souillée par les baisers de ce Prussien entre les bras duquel on l'avait hypocritement jeté. Mademoiselle la comtesse, se tournant vers mademoiselle Carré Lamadon, rompit bientôt ce pénible silence. « Vous connaissez, je crois, mademoiselle Détrelle? »« Oui, c'est une de mes amies. Quelle charmante femme, ravissante, une vraie nature d'élite, fort instruite d'ailleurs, et artiste jusqu'au bout des doigts. Elle chante à ravir et dessine dans la perfection. » Le manufacturier causait avec le comte, et au milieu du fracas des vitres, un mot parfois jaillissait, coupant échéance prématerne. L'oiseau, qui avait chippé le vieux jeu de cartes de l'auberge, engraissé par 50 frottements sur les tables mal essuyées, attaqua un baiser avec sa femme. Les bonnes sœurs prirent à leur ceinture le long rosaire qui pendait, firent ensemble le signe de la croix, et tout à coup leurs lèvres se mirent à remuer vivement, se hâtant de plus en plus, précipitant leurs vagues murmures comme pour une course de Rémus, et de temps en temps, elles baisaient une médaille, se signaient de nouveau, puis recommençaient leur marmottement rapide et continu. Cornudet songeait, immobile, au bout de 3 heures de route. L'oiseau ramassa ses cartes. « Il fait faim, dit-il. » Alors sa femme atteignit un paquet ficelé, d'où elle fit sortir un morceau de veau froid. Elle le découpa proprement par tranches minces et fermes, et tous se mirent à manger. « Si nous en faisions autant, dit l'ami, manger. Si nous en faisons autant, dit la comtesse. On consentit. » Elle déballa les provisions préparées pour les 2 ménages. C'était dans un petit vase allongé, dont le couvercle porte un lièvre en faïence, pour indiquer qu'un lièvre en pâté chie au-dessous. Une charcuterie succulente, de blancherie fière, de l'or traversait la chair brune du gibier, mêlée à d'autres viandes hachées fin.
Un beau carré de gruyère apporté dans un journal, gardait imprimé, fait divers sur sa pâte onctueuse. Les deux bonnes sœurs développèrent un rond de saucisson qui sentait l'ail et cornudet, planchaient les deux mains en même temps dans les vastes proches de son paletot-sac, tira de l'une quatre œufs durs et de l'autre croûtons d'un pain. Il détacha la coque, la jeta sous ses pieds dans la pain et se mit à mordre même les œufs, faisant tomber sur sa vaste barbe des parcelles de jaune clair qui semblaient, là-dedans, des étoiles, boules de suif. Dans la hâte, l'effarement de son lever, n'avait pu songer à rien, et elle regardait, exaspérée, suffocant de rage, tous ces gens qui mangeaient placidement. Une colère tumultueuse la crispa d'abord, et elle ouvrit la bouche pour leur crier leur fait avec un flot d'injures qui lui montait aux lèvres, mais elle ne pouvait pas parler tant l'exaspération l'étranglait. Personne ne la regardait, ne songeait à elle. Elle se sentait sacrifiée d'abord, noyée dans le mépris de ces redins honnêtes qui l'avaient sacrifiée d'abord, rejetée ensuite, comme une chose malpropre et inutile. Alors elle songea à son grand panier, tout plein de bonnes choses qu'il s'avait goulûment dévoré, à des deux poulets luisants de gelée, à ses pâtes, à ses poires, à ses 4 bouteilles de Bordeaux, de sa fureur tombant soudain, comme une corde trop tendue qui casse. Elle se sentit prête à pleurer. Elle fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme les enfants, mais les pleurs montaient, luisaient au bord de ses paupières, et bientôt de grosses larmes, se détachant des yeux, roulèrent lentement sur ses joues. D'autres les suivirent, plus rapides, coulant comme les gouttes d'eau qui filtrent une roche et tombant régulièrement sur la courbe, rebondit de sa poitrine. Elle restait droite, le regard fixé, la face rigide et pâle, espérant qu'on ne la verrait pas. Mais la comtesse s'en aperçut et prévint son mari d'un signe. Il haussa les épaules comme pour dire « Que voulez-vous? Ce n'est pas ma faute. » Mademoiselle Loiseau eut un rire muet de triomphe et murmura « Elle pleure sa honte. » Les deux bonnes sœurs s'étaient remises à prier, après avoir roulé dans un papier le reste de leur saucisson. Alors Cornudet, qui digérait ses œufs, entendit ses longues jambes sous la banquette d'en face, se renversa, croisa ses bras, sourit comme un homme qui vient de trouver une bonne farce, et se mit à siffloter la Marseillaise. Toutes les figures se rembrunirent. Le chant populaire, assurément, ne plaisait point à ses voisins. Ils devinrent nerveux, agacés, avaient l'air prêts à hurler comme des chiens qui entendent un ordre de barbarie. Ils s'en aperçut, ne s'arrêtaient plus. Parfois même, ils fredonnaient les paroles. Amour sacré de la patrie, conduit, soutien, nos bras vengeurs, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. On fuyait plus vite, la neige étant plus dure, et jusqu'à Dieppe,
pendant les longues heures mornes du voyage, à travers les chaos du chemin, par la nuit tombante, puis dans l'obscurité profonde de la voiture, il continua avec une obstination féroce, son sifflement vengeur et monotone, contraignant les esprits lasses à exaspérer, à suivre le chant d'un bout à l'autre, à se rappeler chaque parole qu'ils appliquaient sur chaque mesure. Les boules de suif pleuraient toujours, et parfois un sanglot qu'ils n'avaient pu retenir passait entre deux couplets dans les ténèbres. Les soirées de Médon, 16 avril 1880.